Où est-ce que nous sommes arrivés maintenant? On est arrivé derrière le château. Autrefois, il y avait un petit chemin qui menait de la route dans l'axe de la maison que tu vois ici. À la verticale, en dessous des fenêtres blanches, des volets blancs, ce chemin arrivait, il y avait une porte qui donnait sur le niveau inférieur de la maison, là où il y avait les fameuses chauves-souris. Et ensuite, il y avait des escaliers qui montaient sur la gauche et qui rejoignaient le plateau, ou qui servait de jardin et qui menait à l'entrée principale. C'est là qu'il y a eu la photo où il y a toute la famille réunie sur ce plateau-là. Mais le chemin qui menait à l'axe de la maison, semble-t-il, a été venez, on va s'approcher. Fermé. Je ne sais pas si on verra encore mieux si on monte un peu plus haut. Mais ce qui est très impressionnant pour moi, là on est vraiment derrière la maison, hein, pas devant. Ouais. Ce qui est très impressionnant pour moi, c'est de revoir justement ces volets blancs, ces deux fenêtres. C'était la chambre à coucher où notre grand-père nous recevait le matin dans son lit, où il nous racontait des histoires. Donc ça c'est l'arrière de la maison. Oui, l'histoire, c'était l'entrée par laquelle on rentrait dans la maison, on tournait ensuite vers la gauche et on longeait la maison. L'entrée principale qui apparaît sur le film est sur la face qui nous fait dos maintenant. Ouais, mais on va y aller. Enfin, on peut pas rentrer, mais on va aller de l'autre côté. Et la maison là, au fond, ici à droite? Ça c'est la ferme, le hangar, enfin oui, la ferme. C'est la ferme qui appartenait à... Oh, je ne sais pas qui. Moi je sais. Toi tu sais. Elle appartenait à Védrenne, qui étaient les propriétaires des Rigaud. C'est-à-dire que pendant la guerre, la ferme Védrenne et la maison des Rigaud étaient en possession des Védrenne. Michel, le petit toit pointu bas que tu vois en dessous de ce qu'on peut appeler la ferme, Oui, le premier. c'est un hangar sous lequel le grand-père Dreyfus faisait la shrita. Je me rappelle l'avoir vu faire la shrita des poulets là-dessous. En particulier, il faisait kapara pour... À Kippour. Oui. Il faut venir ici. Hein. On voit encore mieux. Extraordinaire. Je vais faire une photo ou l'autre, moi. À contre-jour, on est vraiment mal au niveau de la photo, moi. Je vais la faire, je vais faire la photo. Du tout à régler. Michel, si je ne me trompe pas, il y a une piscine juste devant toi. Oui. Ça, tu l'as vu sur Google. Ça, je l'ai vu sur Google, oui. Tu peux t'approcher, tu vois la cour ici. Moi, je m'en fous un peu de voir la cour. C'est vrai, papa, il va dire.
habitaient les étudiants? Dans l'aile droite par rapport à ici, de la maison, au-delà de la tour. Près de la tour et dans l'aile droite. Et ici, sous les toits? Aucune idée, je ne me rappelle pas. Et elle est un peu bizarre, la cheminée là-bas avec Je ça sais que la chambre de Aya Inati donnait sur l'autre face. Sur l'autre côté, on va la voir. Et on dirait qu'il y avait une porte ici, tu vois? Ça a été muré. C'est possible, c'est probable. Ça a l'air surtout de s'écrouler. Je ne sais pas si c'était comme ça à cette époque ou non. Je n'ai pas de souvenir. Alors, tu vois la cheminée de gauche là? Elle a l'air un peu particulière avec son espèce de tourelle. C'était comme ça? C'est d'origine ça? Je crois que oui, parce que je crois qu'elle apparaît sur des dessins de C'est ça, je voudrais qu'on vérifie ça. Et à Miramont, il y avait, si vous voulez, il y avait une petite maison de gîte, mais qui n'était pas suffisante pour 13 personnes. Et en fait, elle a demandé à la grand-mère à Alain, ici présent, votre mère? Claire. Elle a demandé à Claire de les héberger. Donc, elle a hébergé, une partie était hébergée chez moi, enfin chez eux, et une partie chez la grand-mère à Alain. Et ils sont restés jusqu'au 15 août. 44. Non, 40. La libération. Non, pas la libération. Non, dans la même année, ils sont repartis. 40. Ils sont repartis en 40. Ils sont restés 2 mois, ceux-là. Après, il en est venu d'autres, mais ceux-là sont restés 2 mois. Et donc, ils se rappellent très bien donc, de mon père, Jean, de Damien, son père, de Adrienne, sa Vous tante. avez les coordonnées de ces gens? Ah, mais j'ai les coordonnées, moi, de ces gens. Oui, je les ai. Ils sont restés en contact avec vous? Alors, je les ai rappelés, moi, dimanche. Mais comment vous avez gardé le contact? Mais ils sont venus quelquefois, Alain les a vus quelquefois. On les avait reçus quelquefois, effectivement. Donc, mais moi je les ai vus, je me souviens, moi j'avais peut-être une dizaine d'années quand ils sont revenus, mais après je les ai perdus de vue. Et ils sont morts, et ils sont revenus voir ma mère, là-bas où elle habite actuellement, il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais alors je crois que c'était parce qu'il reste en vie, en fait, de cette fratrie, de cette génération, il reste 3 personnes, c'est-à-dire Bernard, Odile, que j'ai eu au téléphone, Bernard aussi, mais qui est alité, et Annie, qui a 95 ans. Voilà. Ils habitent Paris? Qui habite Paris, Jachier, voilà. Jachier. Alors j'ai le numéro de téléphone, j'ai tout. Ah bah vous allez me donner. Voilà. Alors maintenant, je peux pas, ils ne sont pas restés 2 ans, ils sont restés, ceux-là 2 mois. 2 mois. Après il y a eu d'autres qui sont venus, je sais, des réfugiés, mais j'avoue que là je ne sais pas trop. Mais là, cette histoire, je la connais bien parce que ceux-là, je les ai eus récemment. Je les ai eus D'accord, dimanche. mais alors ça ne correspond rien avec l'escure et l'évasion de Non, rien du tout. J'en ai parlé. Tandis qu'eux, ils sont arrivés en 43, ils sont restés jusqu'à 144. Mais alors là, c'est une autre histoire, probablement, mais cette histoire dont vous avez parlé, je l'ai entendue aussi. Je l'ai entendue, mais je l'ai parlé justement au Jachier, là, que j'ai eu dimanche. Elle ne se rappelle pas, elle avait 13 ans, elle avait 13 ans, elle ne se rappelle pas avoir cette histoire. Je vais parler de cette histoire, elle ne se rappelle pas cette histoire. De cette histoire que les Allemands sont venus, qu'ils sont repartis, elle ne se rappelle pas. Donc je pense que ça ne correspond pas à la même histoire. La même histoire. Moi je crois que c'est une autre histoire. Mais ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, hein. Et puis alors, Que vous ayez gardé, enfin retrouvé le contact, c'est extraordinaire. mais alors, ce qui est extraordinaire, je disais à Alain, c'est que j'ai téléphoné. Dimanche, j'ai lu ça. Moi, j'aime bien me remémorer un peu cette période-là qui m'étonne toujours. Et alors, je prends Internet, bien sûr. Bon, là, il y avait plein de noms, plein de noms. Et puis, je prends. C'est pas très fréquent. Non, c'est pas très fréquent. Alors, mais quand même, il y a beaucoup de noms. Je vois Chaché Bernard, je tape le premier numéro, je vous jure, authentique. Bingo. Premier numéro, bingo. La dame, j'ai raconté à Alain, elle me dit, bon là, je suis Francis Bernical. Elle me dit, Bernical, ça me dit quelque chose, Bernical, elle me dit quelque chose. Et puis en fait, je vais vous passer mon mari, mais son mari était alité et puis il n'est pas en très grande forme. Et alors elle lui dit, ça dit quelque chose, Bernical? Tout de suite, Bernical Miramont. Oui, ça me dit quelque chose. Alors, il m'a raconté l'histoire pendant 20 minutes, quoi. Et après, j'ai vu qu'il était fatigué, donc on a écourté un peu la conversation. Il m'a passé sa sœur, il m'a donné le numéro de téléphone de sa sœur. J'ai appelé aussi sa sœur, Odile, j'ai appelé sa sœur et on a discuté pendant une demi-heure environ. Et elle m'a tout raconté. Elle se rappelait de Damien, de mon père, de tout le monde. Damien, c'est mon père. Ah, votre père. Voilà. Mon père. Voilà, c'était... Des photos de l'époque, vous n'avez pas? On avait, mais on a pleuré. Je me rappelle avoir eu des photos, j'ai demandé à ma mère, mais
Non, on a tout perdu. On a tout perdu. J'ai pas pu arriver. Bien sûr, j'ai essayé d'avoir des photos. Mais enfin, là, On va remuer j'ai tout eu une ça, là. personne. Peut-être vous allez reconnaître votre père à l'école. Ouais. Super, merci beaucoup. Non, mais c'est relaté. Mais c'est tout frais, vous voyez, c'est tout frais. Donc. C'est super. Peut-être je vous demanderai de prendre la parole, on va voir. Je dis qu'on est nés face à face, la même année. On a dû jouer ensemble. Et on a joué. Je ne sais pas quoi, avec Nos mamans nous promenaient, puis on jouait ensemble. Voilà. Vous avez l'air beaucoup plus jeune que moi. Et moi, vous vous rappelez? Pardon? J'étais le petit garçon avec les lunettes bigleux. Non, là, pour moi, tout est fini. Non, Je me rappelle. J'avais 8 ans, alors Et vous êtes c'était de la quel... classe des grands. Ah oui, de quel mois? Novembre, fin novembre. Ah, mois d'août. C'est ça, c'est de là que vient la différence. Comme la Corrèze, 19 août. C'est incroyable. Et vous êtes aujourd'hui grand-mère? Vous êtes grand-mère? Non, non, malheureusement non. Oui, arrière-grand-mère, ça m'étonne pas. Quel est votre nom? René, je m'appelle René Rigaud. Ok. Et là, on sait que ça va. Non, non, c'est pour... D'accord. Ne vous en faites pas. Bonne soirée. On va prendre une autre chaise. Allez, on va prendre une chaise. Oui, oui, c'est bon. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Messieurs les élus, merci Hélène. Voilà, nous sommes très émus ce soir de vivre ces moments. Après 3 journées et demie, 2 journées et demie passées à Brive, où nous avons eu une série de conférences sur les mémoires juives à Brive, mais qui ont concerné de nombreuses régions, avec d'éminents spécialistes. Et nous avons vécu des temps très forts. Et ce soir, nous avons un rendez-vous exceptionnel. 75 ans après, le Corrézien que je suis du Nord est très ému d'accueillir dans votre commune, Monsieur le maire, Monsieur et Madame Revel, qui viennent de Jérusalem, Yael, David, qui vient également d'Israël, ainsi que Anna. 75 ans après, une Lanteuilloise va nous témoigner. Une Lanteuilloise. Alors, Monsieur le maire, je voulais vous remercier beaucoup de nous accueillir et je vous cède la parole pour cette soirée tout à fait spéciale, exceptionnelle, que nous allons vivre ensemble. Bon, alors, c'est pas moi qui vais faire l'histoire, hein, c'est clair, parce que je suis venu la découvrir comme vous, comme beaucoup d'entre vous qui ne la connaissent pas. En fait, d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, parce que c'est vraiment bien de voir que les gens veulent savoir un peu ce qui s'est passé dans leur commune il y a longtemps. Hein. Bon, nous avons l'habitude à Lanteuil de toujours mettre 2 gerbes, une au monument aux morts et puis une ça marche pas bien, hein. C'est marrant. Voilà. Et
une autre pour honorer donc les faits de résistance qu'il y a eu là avec nos déportés et puis c'est celle qui a été tuée là, un peu plus haut au-dessus de chez nous là. Donc on sait qu'il y a eu de la résistance, on sait qu'il y a eu des déportés, on sait qu'il y a eu du maquis, mais en fait on ne sait pas beaucoup ce qui s'est passé au niveau des gens qui ont été cachés et qui ont été sauvés par des Lanteuillois. Voilà. Et ça, moi-même, bon, ça fait 30 ans que j'habite sur Lanteuil, je n'en avais jamais entendu parler. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une espèce d'omerta qui s'est mise là-dessus. Déjà, pendant la guerre, il ne fallait pas en parler. Et ensuite, après la guerre, les gens ont continué, je suppose, à ne pas en parler. Si bien que ce sont des faits qui, finalement, pourraient presque passer à l'oubliette. Et je trouve que c'est une excellente idée de nous remémoriser tout ça et que les Lanteuillois puissent prendre leur histoire dans la tête, quoi, de vraiment savoir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vous remercie vivement pour cet événement, parce que c'est vraiment une très très bonne idée. Et je crois que l'idée a plu à beaucoup de gens. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer la parole, parce que je voudrais à qui, je ne sais pas à qui, parce qu'on connaisse un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, en fait, la soirée, pour vous expliquer un peu le protocole de la soirée, je vais donner la parole à Elisabeth, née à Lanteuil, et à son mari Daniel, donc qui sont tous les deux venus d'Israël. Et en fait, je vais plutôt donner 2 secondes la parole à Daniel, puisqu'il était enfant un petit moment à Lanteuil, il a quelques souvenirs. Elisabeth, née ici, mais en 1942, n'a pas tellement de souvenirs, mais elle fera le témoignage d'une plaque qui sera dévoilée au milieu de notre soirée, à la mémoire d'un événement que, puisque c'est les vacances scolaires, on a profité de notre venue à Lanteuil pour rattacher l'histoire à l'endroit, et donc la plaque sera dévoilée ici, puis placée à Brive après les vacances, avec une autre cérémonie qui se passera à l'école. La suite, c'est que une fois que la plaque sera dévoilée, et devant cette plaque et la bougie du souvenir qui sera allumée par les 2 jeunes filles qui nous ont rejoints, je me permettrai de prendre une bonne demi-heure pour vous présenter la vie juive à Lanteuil pendant la guerre, avec l'histoire de vos familles, que vous connaissez peut-être, que vous allez peut-être découvrir, et à l'inverse, je compte beaucoup sur vous pour m'aider à compléter tous les manques, et je remercie déjà tous ceux qui y ont participé. Donc maintenant, je donne la parole à Daniel. Je n'étais pas prêt à commencer, mais nous sommes les petits-enfants de Albert et Rosette Neher, qui, en 1941, après avoir fui l'Alsace à l'occupation, sont venus s'installer dans le château de la Praderie. Le château de la Praderie, à l'époque, certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, était un vieux château sans eau, sans électricité, un peu laissé à l'abandon, mais il représentait ce que nos grands-parents avaient besoin, un havre où se cacher des Allemands et où ouvrir une école dans laquelle un certain nombre de jeunes juifs qui se cachaient ou réfractaires du STO, du service du travail obligatoire, venaient étudier, préparer leur baccalauréat, et certains d'entre eux, malheureusement aussi, mourir. L'un d'entre eux a été fusillé. J'avais 8 ans, 9 ans, quand j'étais avec mes grands-parents à la Praderie. Je n'y suis pas resté très très longtemps. J'ai eu la joie, en 1942, d'être présent lorsque ma cousine est venue au monde. Ma cousine qui est devenue après mon épouse. Dans la religion juive, il n'est pas défendu entre des cousins de se marier. Nous sommes mariés depuis combien? 60 ans? 65 ans? Non, 58.
58. Ma femme historienne va vous présenter tout à l'heure un certain nombre de faits qui sont fondamentaux à notre venue à Lanteuil aujourd'hui. Je voudrais profiter du fait que j'ai la parole maintenant et pour ne pas la reprendre plus tard, pour vous raconter un certain nombre de faits. Mais mon grand-père était un artiste simple, pas un artiste connu, mais il adorait dessiner, il adorait écrire, et ils ont passé une partie de leur temps à la Praderie à rédiger des manuscrits religieux juifs, et en particulier un livre de psaumes qu'ils ont rédigé en 1943. J'ai amené ici un fac-similé de ce petit livre que je veux offrir à Monsieur le maire. Malheureusement, c'est en hébreu, mais la page de garde indique très nettement qu'elle a été faite à Lanteuil, à la Praderie, en 1943. Et ça, c'est pas écrit en hébreu. Et ça, ce n'est pas écrit en hébreu. Merci. Merci Daniel pour ce témoignage. Alors, on va faire un saut dans le temps. On va retourner à Brive quand la famille Neher, donc, est la famille qui s'installe à la Praderie. On parlera de toutes les familles juives, y compris celles que je viens de découvrir il y a à peine une demi-heure, qui se sont installées ou qui sont passées par Lanteuil. Mais la famille Neher, comme vous l'a dit Daniel, s'est installée en 41 là-haut, sur la route d'Oriol. Mais il s'était passé quelque chose sur leur passage quand ils étaient à Brive-la-Gaillarde. Et là, je donne la parole à Élie Chevre. Ce qui s'est passé, c'est que notre famille a quitté l'Alsace, quitté Strasbourg, évacué en août 1939. Et leur pérégrination les ont menés dans la région de Limoges, de Périgueux, merci, et jusqu'à Auxerre, où mon père, le frère d'André Neher, était magistrat avant les décrets des Juifs. Il a encore pu exercer pendant quelques semaines, donc obtenir un logement à Auxerre. Et puis il s'est passé une chose terrible pour tous les Juifs de l'État français, le décret qui leur a interdit d'exercer leur profession. Juges, avocats, professeurs d'université, médecins, tous ont été coupés de leur vie. Et les conséquences de ces décisions qui venaient de l'État français pour des gens qui avaient une religion différente mais qui étaient français de souche ont été terribles. Dans le cas de notre famille, comme Daniel vous l'a dit, nous avons trouvé refuge dans cette très belle Lanteuil où nous revenons aujourd'hui, et pour la visite de laquelle nous voulons remercier et Monsieur le maire et le docteur André Orluc qui a préparé tout ce travail de mémoire que nous avons fait ensemble. Et la ville nous a accueillis. La famille s'est retrouvée dans le château de la Praderie. Mes parents s'y sont mariés en 1941 avec un courage et peut-être une forme d'inconscience absolument invraisemblable. J'y suis née le 30 novembre 1942, mais dans des circonstances que je me dois de rappeler. Maman est descendue à Brive, où elle avait réservé une chambre à la clinique, et la directrice de la clinique lui a dit « Retournez chez vous, les Allemands sont en train de rafler les femmes juives, il faut que vous partiez. » Elle est remontée accoucher à la Praderie, et la vie qui a continué ensuite jusqu'à la fin de 1944 a été rendue plus douce à notre famille par l'amitié des personnes qui se trouvent ici et que j'ai eu la joie d'embrasser ce soir, des familles Rigaud et Couder, qui, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'abnégation, se sont occupés de ces pauvres réfugiés juifs qui se cachaient avec l'espoir que tout allait disparaître très vite.
André Neher, qui déjà à ce moment-là écrivait avec une passion et une beauté de vocabulaire, a expliqué dans les phrases suivantes qu'il a publiées dans ses livres: entre 1940 et 1947, entre ma révocation par le statut des Juifs et ma réintégration par De Gaulle, je n'ai pas seulement vécu avec ma famille en Corrèze, dans le midi de la France, mais disons plutôt dans la Bible. Révoqué par un décret infâme, je ne me suis pas recoquillé sur ma condition physique de paria. Révoqué je l'étais, mais je me suis laissé invoquer par l'appel métaphysique qui scandait les événements, et j'ai accepté que la lutte avec le démon se transmute en combat avec l'ange, avec les membres de ma famille expulsés comme moi de la cité des hommes, que nous soyons provisoires. Nous avons créé dans le temps et dans l'espace une micro-cité de Dieu, l'école clandestine de l'enfer. Nous recevait de jeunes garçons juifs et de jeunes hommes chrétiens qui cherchaient à échapper à l'ennemi. Cet endroit se trouvait en Corrèze, à 10 km de Brive-la-Gaillarde, et ce soir, nous y sommes avec beaucoup d'émotion, Daniel et moi, et nous avons appelé notre demeure Mahanaï. Vous avez peut-être entendu prononcer ce nom ici dans la région. C'était un nom qui venait de la Bible, du livre de la Genèse, du chapitre 32, verset 3. Jacob poursuit sa route, des anges le rencontrent. Alors Jacob donne à ce lieu le nom de Mahanaïm, double demeure. Et André Neher explique, parce que nous y avons vécu, précisément, d'une manière constante et consciente, dans une dimension double, celle de l'angoisse et celle de l'espérance, celle de la persécution et celle du temps biblique, dont la plénitude recouvrait chacun de nos instants. Gaëlle, veux-tu que je parle du 7 avril ou bien toi tu en parles? Non, pas du 7 avril. Pas du 7 avril. Alors, je tiens à faire. On va dévoiler la plaque maintenant. Alors, si vous permettez, je vais vous lire un texte qui est l'arrière-fond de cette plaque, dont je suis consciente qu'elle représente quelque chose d'absolument extraordinaire dans le déroulement de ce témoignage de mémoire que nous vivons aujourd'hui. Je ne connais pas beaucoup de cités de France qui ont le courage de faire ce qui se fait ici ce soir à Nanteuil et qui sera entériné devant les lycées cavanistes de Brive. André Neher raconte: c'est la journée du 20 décembre 1940, date d'application du statut des Juifs décrété par le gouvernement de Vichy. Ce soufflet, c'est-à-dire une gifle, que me donna une certaine France, reconstituait soudain pour moi et mes coreligionnaires atteints par le même statut, le Moyen-Âge à ses heures les plus sombres. Tout se passait comme si la Révolution de 89 et toutes les personnalités qui représentaient la liberté française n'avaient jamais laissé leur trace dans l'histoire de France. J'étais âgée de 25 ans à peine. J'enseignais au collège de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. J'étais accusée, comme mes ancêtres du Moyen-Âge, d'empoisonner les puits, ou plutôt ce qui était une accusation encore beaucoup plus grave, d'empoisonner l'âme des élèves qui m'étaient confiés. Ceux-ci d'ailleurs me témoignaient une confiance profonde, et ce jour-là m'ont fait sentir leur indignation, mais combien cette colère des jeunes était alors impuissante alors. Nous n'étions pas encore à l'heure des maquis, c'est en 1940, où plusieurs de mes élèves de ce même 20 décembre 1940 ont lutté plus tard au sacrifice de leur vie. Le 20 décembre 1940, il n'y eut pas en France un mouvement de solidarité. Je ne sais pas, évidemment, comment les choses se sont passées ailleurs, mais au collège de Brive-la-Gaillarde, nous étions seuls. Mon collègue, M. Blum, un vieillard, et moi-même, un jeune homme, à quitter cette maison à laquelle nous avions donné le meilleur de nous-mêmes, à être bannis, innocents de toute faute, sauf de celle d'être nés juifs. Et personne, parmi nos collègues, durant cette marche dégradante à la cour du collège,
ne fit un geste, ne dit un mot, sauf, je ne l'oublierai jamais, un professeur de mathématiques, M. Delannoy. Il s'écria soudain, « On ne peut tout de même pas les laisser partir comme ça. » Et il se rangea à nos côtés, nous escortant, mais lui seulement, sans qu'aucun autre ne l'imitât, jusqu'au portail que nous franchîmes et qui se referma sur nous. Monsieur Blum et moi-même, nous étions dehors, de nouveau, seuls, la porte fermée derrière nous. Je ne sais pas quelles étaient les pensées de Monsieur Blum. En quelques minutes, ce vieillard avait vieilli plus encore. Le monde laïque de sa France chérie s'était écroulé soudain sous lui. Peut-être pensait-il à la dégradation du capitaine Dreyfus. Le malheureux allait être assassiné 3 années plus tard dans cette île du diable à la puissance 6 millions qui a une Lyon Auschwitz. Quant à moi, et c'est encore André Neher qui parle, je me rappelle parfaitement à quoi je pensais en cet instant. À mon grand-père maternel, Nathan Strauss. Il était né en 1840, un siècle exactement avant l'heure où je me trouvais. Il était instituteur à Obernai, en Alsace. Lorsqu'éclata la guerre de 1870 et au lendemain de la guerre, et vous le savez, au moment de l'option, ce juif d'Alsace, enseignant français, fonctionnaire français, refusa le poste que lui offrait le nouveau régime. Il refusa de devenir fonctionnaire prussien, c'est-à-dire fonctionnaire allemand. Il nous racontait plus tard sa dernière classe à des élèves français en langue française, alors que dehors roulaient les tambours prussiens. Moi aussi, dit André Neher, je venais de faire ma dernière classe à des élèves français en langue française, mais les tambours qui roulaient dehors étaient des tambours français. Voilà pourquoi je considère que ce soir est une soirée absolument exceptionnelle. Pas seulement pour nous, la famille, pas seulement pour les Juifs de France qui se sont réfugiés à Lanteuil et ailleurs, mais pour l'humanité entière, pour cette possibilité que nous avons de réfléchir, de faire un travail de mémoire et d'en trouver la voie qui mène à la fraternité et à la paix, même 78 ans après. Merci à vous tous. Alors, la plaque que nous allons dévoiler a une particularité. Évidemment, vous découvrez peut-être seulement aujourd'hui le personnage d'André Neher. André Neher était, après-guerre, un grand philosophe, écrivain, enseignant, auteur, passionné de judaïsme. C'est un revers, c'est à Lanteuil qu'il dit dans un de ses livres qu'il est né pour la 2e fois et que sa vie a pris un sens. Et toujours, il s'est tourné vers Jérusalem, où il a vécu, son cœur a vibré pour Jérusalem. Et la plaque que nous allons découvrir, les mots qui sont inscrits, sont gravés dans une pierre que j'ai ramenée moi-même de Jérusalem. Alors j'invite, au nom de la mémoire de tous ceux qui ont été à la fois dégradés, auxquels on a retiré le rôle, l'humanité, que ce soit les médecins, les professeurs, les juges, tous les juifs de France à qui on a voulu retirer leur rôle au sein de la société, à André Neher et à M. Blum qui enseignait à Cabanis. Et donc je vous invite à allumer la flamme du souvenir qui accompagnera le geste après. Donc si vous voulez bien allumer cette flamme. Qui sont ces jeunes Lanteuillois qui s'appellent Louise et Jade. Louise et Jade. Et en présence de la représentante du proviseur du lycée Cabanis, Madame Joliac. Madame Joliac. Et je suis très heureuse parce que je suis aussi habitante de la commune de Lanteuil. Lanteuil. Attendez, on n'a pas le nom des jeunes filles. En famille, vous êtes Lomont. Ah, vous êtes des Lomont de Lomont. Exactement. Ah,
Et vous êtes? Donc, je suis Valérie Joliat, je suis proviseure adjointe au lycée Cabanis et aussi habitante de la commune, donc doublement touchée par cette cérémonie. Merci beaucoup. Nous vous en remercions doublement. Il faut beaucoup de courage pour faire un geste comme ça. Alors évidemment, comme c'est les vacances scolaires, on fait ça à Nanteuil, mais je compte sur vous et je sais qu'avec le proviseur, on a parlé d'une autre cérémonie qui se passera cette fois sans la famille, mais qui se passera au sein de ce qui était le collège et qui est maintenant le lycée Cabanis. N'oublions pas le professeur André Neher et son collègue Monsieur Blum, morts en déportation à Auschwitz, enseignaient dans ce collège. Ils furent révoqués le 20 décembre 1940 suite aux lois sur le statut des Juifs. Enseigner, c'est dire espérance. André Neher, 1914-1988, sur une pierre de Jérusalem. C'est merveilleux. Alors, si vous le permettez, on va enchaîner directement sur... D'abord, je remercie vraiment l'accueil des Nanteuillois. J'ai pris, donc je me présente, je m'appelle Yael David Toissy. Je suis un peu liée à la famille Neher par alliance. J'expliquerai dans quelques instants comment. Et en fait, quand j'ai connu mon mari, qu'il a dit que sa famille était cachée ici, je jette une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Ma maman, petite fille avant-guerre, venait en convalescence chez des paysans ici à Nanteuil. Elle était parisienne, elle s'appelait Sarah Rosa Bieder. Et je ne sais pas si le nom disait quelque chose à quelqu'un, parce que ma maman vit toujours, mais elle n'a plus trop de mémoire. En tout cas, nous, Nanteuil, on connaissait déjà même avant-guerre. Mais maintenant, bon, je ferme la parenthèse. Et ensemble, nous allons faire un tour de ce que j'ai pu retrouver. En fait, j'habite Jérusalem. Je suis étudiante, j'écris un doctorat pour l'université de Strasbourg au département des études hébraïques et juives, qui département a été créé par André Neher, premier département d'études hébraïques en France, hébreu moderne, je précise, et non plus une langue morte, mais une langue bien vivante. Et je vis à Jérusalem, et c'est à distance que j'ai fait mon doctorat. Et mon doctorat porte sur, on va voir, comme l'a donné tout à l'heure Daniel à Monsieur le maire, en fait, il y a des textes qui ont été écrits à Nanteuil. Vous avez pu avoir un petit peu le goût de la qualité de l'écriture des Neher qui étaient ici, mais il n'y avait pas que les Neher à Nanteuil. Et dans la mesure où mon doctorat, lui, va porter sur les explications qu'ils ont après données à leur sauvetage, pardon, les textes qu'ils ont écrits, les textes principaux qui ont été écrits à Nanteuil, qui sont publiés, qui sont connus, c'est la liturgie de la Pâque juive, le texte que nous lisons les 2 soirs des Pâques juives. Donc tous les ans, nous relisons le même texte, un texte qui a été décoré, mis en page, réécrit chaque année. On va le voir et on va en parler. Mais ce texte demande commentaire. Pourquoi? Parce qu'il raconte l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, le livre d'Exode. Et donc, chaque année, dans la tradition juive, on rappelle cette sortie d'Égypte. Et quand, en plein milieu de la guerre, une forme d'Égypte européenne, une famille juive, quelque part dans une maison, que ce soit à Nanteuil, à la Praderie ou un peu partout en France, quand arrive cette date du récit de la sortie d'Égypte, entre 1939, je dirais même 1933, et la fin de la guerre, on ne peut pas raconter la sortie d'Égypte comme si on n'était pas soi-même esclave en Égypte. Si c'est dans un camp de concentration, il y a eu des textes qui ont été écrits dans les camps, si c'est dans une ville où on est dans un ghetto, ou si c'est simplement parce qu'on est reclus ici et qu'on a perdu une forme de liberté. Et donc le récit de la sortie d'Égypte prend une autre mesure et il a besoin d'être expliqué, il a besoin d'être pensé chaque fois à la lumière de ce qui se passe dans l'entourage. Et la chance qu'on a ce soir,
c'est vraiment, mon domaine, c'est l'éducation. Et toujours, j'aime cette phrase qui dit que le contexte est un prétexte pour revenir au texte. Parler dans le contexte de Lanteuil, revenir à cette histoire, c'est le vrai prétexte pour revenir au texte et on va y arriver ensemble. Je tiens déjà en avance à remercier toutes les personnes qui pourront ajouter à ces témoignages. C'est important, je ne fais pas une thèse du tout d'histoire, mais pour moi, j'ai compris que, et surtout après ces 3 jours, je remercie encore le docteur Orluc de nous avoir donné l'occasion de réfléchir sur ce qui s'est passé en Corrèze. Après ces 3 jours, on ne peut comprendre les choses que si on fait l'effort, non pas de les analyser 2019 vers le passé, mais d'essayer de se remettre dans une ambiance, dans un contexte. Et vous êtes là pour m'aider à compléter plus j'aurai d'informations, plus ce que je dirai, ou les interprétations en tout cas, seront plus proches des textes eux-mêmes. Alors voilà, à Lanteuil, ils vont se cacher des familles juives. La première, c'est la famille Wamser. Où est mon pointeur? Pas de pointeur. D'accord, c'est pas grave. La maison de droite, vous la reconnaissez puisque c'est la maison qui se trouve. La souris pointeur. La souris pointeur. La souris pointeur. Ah bah oui. Alors voilà, vous avez ici la famille Wamser, 11 personnes qui se sont cachées ici, tout à fait au début de la guerre. En 1940, ils arrivent ici. C'est 2 frères, qui ne se sont jamais quittés d'ailleurs, qui viennent ici avec leurs femmes respectives. Le premier couple a 3 enfants, le deuxième couple a 3 garçons, le deuxième couple a 2 filles. Et les grands-parents sont là aussi, ça fait 11 personnes. Quand ils arrivent ici, ils vont d'abord chez les Machumi. Les Machumi, vous connaissez la route du Puck. Je prononce bien en plus, vous avez remarqué. Je suis une enfant du village. Et donc ils vont chez les Machumi qui les hébergent dans leur grange quelques jours. Le témoin, c'est Paul Wamser qui vit toujours à Tel Aviv et qui me dit qu'il ne se rappelle pas vraiment combien de temps ils sont restés chez les Machumi, mais les Machumi vont les aider à d'abord trouver cette maison et aussi à louer la focaille, parce que cette maison sur le bord de la route est bien trop dangereuse pour une famille. S'ils ont besoin de se cacher, à l'époque elle s'appelait les sapins, elle était entourée de sapins, d'ailleurs on en voit un petit peu. Et vous voyez ici, c'est les garçons, on ne les voit pas bien, mais 3 garçons, leurs 2 cousines et encore une cousine de passage, donc il y avait des gens qui venaient leur rendre visite. Les Wamser sont les premiers à venir ici, ils ont des amis à Salins, ils sont arrivés d'Alsace, et ils savent que si de la famille s'échappait, cherchait à fuir l'Alsace, tout le monde passerait chez cet ami, ils étaient marchands de bestiaux, et ils ont un ami non juif avec qui ils faisaient du commerce, sur lequel ils comptent. Et dès qu'ils s'installent à Lanteuil, ils envoient une lettre à Salins en disant « Si quelqu'un nous cherche, envoyez-les à Lanteuil, on est là et là et là. » Et effectivement, assez rapidement, vont arriver d'abord les Dreyfus. Je ne sais pas pourquoi c'est passé au Grunbach. Est-ce que les Dreyfus ont disparu? Pardon, les Dreyfus. Mais j'ouvre une parenthèse, parce que ce soir, j'ai appris qu'il y avait une famille juive, les Jachiers, qui se sont cachés à Mirabon et qui ont été accueillis par la famille Bernical et Guillaume. Et une famille de 13 personnes, c'est ça, dont 3 survivants sont encore à Paris. Et ils sont restés ici 1 mois, 2 mois, un peu plus de 2 mois, en l'été 40. Donc ça nous ramène à cette période. Donc tout d'un coup, je découvre encore ce soir des gens qui sont passés par Lanteuil, qui ont été cachés. Ils étaient 13, on leur a fait de la place, on a trouvé un endroit pour les séparer. Et... Pardon? Oui. Oui, monsieur Guillaume? Oui. Oui. Oui, oui, les deux, là. Un là et un là. D'accord, donc de Miramont. Miramont, c'est pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est à peu près 5 maisons sur la colline, juste derrière nous, là. Si on traversait le mur, on les verrait. C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompée. Et donc, voilà. Donc, en 1940, il y a des familles qui passent ici, qui sont peut-être que de passage, mais on ne les oublie pas. Alors, la famille Dreyfus arrive à Lanteuil. En fait, comme vous l'avez compris,
les parents, Élisabeth est une Dreyfus. Et elle va épouser son cousin Germain, mais Élisabeth est une Dreyfus, dont les parents d'Élisabeth sa maman s'est mariée avec un fils Néer, donc ceux qui vont habiter la praderie. Et dès que ses parents se marient, ils s'installent à Debrives. La famille Dreyfus vient à Lanteuil, près de leur fille qui se marie, et la fille qui se marie va habiter à la praderie. Les Dreyfus, eux, vont s'installer dans cette petite maison, vous la reconnaissez, au bord de la rivière, en face du juge. Exactement. Voilà. Ensuite, nous avons une famille Lévy que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, avec des témoignages qui se regroupaient. Un des témoignages de juifs qui disait « Il y avait une famille qui habitait dans le bourg, c'était une erreur, mon père pensait toujours que ce n'était pas une bonne idée. Quand on veut se cacher, on n'habite pas dans le bourg, on ne se fait pas remarquer. » Ça, c'est un témoignage juif. Et à l'inverse, les voisins, les Lomont, par exemple, m'ont raconté qu'effectivement, c'est-à-dire Lomont, la sœur de Jean-Claude, Élise Monteil, elle m'a raconté qu'elle était copine avec les deux filles Lévy. Alors j'avais entendu qu'il y avait peut-être eu une déportation, mais en fait non, la famille Lévy a vécu pendant la guerre tout le temps, ici dans cette maison que vous connaissez, qui est juste là, à côté de la boulangerie de l'époque des Delmas. Et donc, les Lévy sont ici, mais vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'il y a une descente d'Allemands en ville, ils passent derrière la maison et ils se cachent à Miramont. Donc les Lévy ont passé toute la guerre ici. C'est une erreur, ils ne sont pas 3, ils sont 4. Un papa, une maman et 2 jeunes filles, la vingtaine. Et Élise raconte qu'elles passaient leur journée ensemble, qu'elles allaient à la rivière, qu'elles allaient nager ensemble, qu'elles se baladaient ensemble, et que la mère tricotait énormément. Le père était maquignon, et en fait, les Lomont, pour se procurer du lait pendant la guerre, avaient acheté 2 vaches, d'après Élise, mais ils ne savaient pas traire leurs vaches, et c'était Monsieur Lévy tous les matins, qui était de corvée de traite, et qui donnait le lait, bien entendu, en échange, il avait aussi du lait de la part des Lomont. Alors voilà, les Samuel et Néer s'installent à la praderie. Ils sont 11 personnes, y compris donc Julienne, la maman d'Élisabeth, et s'installent au château de la praderie. Et eux aussi viennent de Brive. Enfin, ils ont fait tout le périple de l'Alsace. Ils sont arrivés à Brive-la-Gaillarde. Et ils s'installent en mai 41 ici. En fait, ils ont eu la maison un peu avant, mais vu l'état dans lequel elle était, il y a un échange de lettres entre Hélène Samuel, qui vit ici et dont le mari est prisonnier à Saumur, où elle explique que la maison sera bientôt prête. Et finalement, il rentre dans cette maison le jour de son anniversaire de mariage. Son mari est libéré, vous allez voir tout à l'heure les papiers, le 15 mai. Et donc, ils intègrent le jour du lac Baomer. Pour nous, c'est une date symbolique dans le calendrier juif. Ils intègrent la maison de la praderie. Et comme vous voyez, à la praderie, il y a plusieurs familles. Il y a d'abord les Néer, dont une des filles Néer est mariée Samuel. Et il y a aussi une quinzaine d'étudiants. On va rentrer là-dedans, mais vous voyez la photo, je l'ai prise la semaine dernière. Et le dessin, c'est Albert Néer, le père d'André Néer, donc le patriarche de cette famille, qui l'a dessiné. Et vous pouvez voir la ressemblance est flagrante entre les dessins d'Albert Néer et la réalité lanteuilloise. Et on va voir ça tout au long de ces dessins qu'on pourra voir plus tard. Il ne se contentera pas que de dessiner des maisons. Alors, là, je n'ai pas eu le temps de corriger, mais à chaque fois, j'ai d'autres informations. Il y avait des juifs qui habitaient, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Il y avait des juifs qui habitaient la maison, voilà, juste à côté, hein, mais la première, pas celle qui est près de la place, celle qui est vraiment près du petit chemin pour aller à la curée. Et il y avait une famille juive ici, semble-t-il, un papa, une maman et un petit garçon d'une dizaine d'années. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, il ne s'appelait pas Lévy d'après Élise, même si... alors Élise, elle dit qu'il ne s'appelait pas Lévy, mais par contre, elle dit qu'ils ont passé toute la guerre ici. Eux aussi, quand il fallait, ils allaient se cacher, mais ils ont passé toute la guerre ici. Et probablement pharmacien, ça c'est possible. Si ça disait quelque chose à quelqu'un, on cherche ce nom, parce que c'est pas simplement des histoires qu'on veut raconter, on veut raconter les personnes, oui.
Il y avait un monsieur Lévy, pharmacien, qui habitait à la Tournerie. À la Tournerie. C'est où la Tournerie? C'est quand vous prenez la route là, et c'est sur la gauche à 1 ou 2 kilomètres. C'est ça, Jean-Claude? Chez Bernical. Chez Bernical? C'est ça, c'est ça. Oui, et eux, ils ont passé la guerre alors? Toute la guerre, toute la période de la guerre? C'est ça, ils sont montés chez Bernical à la Tournerie. Voilà. Ça, vous m'avez dit qu'ils sont montés chez Bernical. Mais alors, qui habitait ici en ville? C'est pas le même Bernical, hein. Il y a deux Ils ont Bernical. habité un peu ici, et après ils sont partis chez Bernical. Bernical Miramont et Bernical la Tournerie, c'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes Bernical. Donc là, on parle de Bernical. Tournerie. À Tournerie, pardon. À la Tournerie. On va creuser, on va la trouver, je vous remercie. Et voilà, c'est ce que j'attends de cette soirée. C'est pas une conférence, j'ai pas la science infuse, c'est vous qui savez beaucoup plus que moi. Je suis venue pour m'enrichir, même si j'espère vous partager avec vous un petit peu. Donc ce que vous voyez là, c'est la région. En jaune, vous avez les maisons des voisins, et en bleu, vous avez les maisons juives. Donc vous voyez, les Wormser sont ici, sur la route la Croix d'Oriol. La praderie se trouve ici. Les Wormser ont aussi une maison ici à la Focaille. Et quand il y a une descente sur la route principale, ils passent à travers champs, des champs d'ailleurs qu'ils ont travaillés. Ils s'installent à la Focaille, et de la Focaille, ils voient ce qui se passe. Parce qu'il y a le grand-père qui a 83 ans qui est en bas. Et quand les Allemands sont rentrés dans la maison, le grand-père, lui, il ne le prenait pas. Ils allaient se cacher, et ils n'avaient pas les moyens de transporter le grand-père. Donc de là-haut, ils voyaient ce qui se passait en bas. Et donc ils ont vu comment les Allemands sont rentrés. Heureusement, ils n'ont pas touché le grand-père. Ils sont venus pour prendre la bétaillère et la voiture. Maintenant, on a donc ici les familles non juives. Alors à la praderie, on a d'abord les Rigaud. Je remercie Jacqueline pour tous ces témoignages et sa fille qui l'a accompagnée. Et alors René qui est née en même temps qu'Elisabeth, on l'a vu dans le registre de la mairie. Donc les témoignages que j'ai, c'est que comme la maison des Rigaud est à côté de la praderie, quand la petite Elisabeth est née, la maman d'Elisabeth, allait chez Madame Rigaud et ensemble, elles pouponnaient. Elles pouponnaient ensemble. Donc elles sont amies d'enfance, mais à l'âge du berceau. Ensuite, on a Madame Couder, qui est une veuve qui aide énormément les néers, notamment quand il y a des descentes. Le père néer, que vous allez voir, avec beaucoup quand même de matériel de dessin, de texte, etc., il cache tout chez les Couder, et quand il va y avoir une descente, à un moment, il se rend compte qu'il ne peut pas partir avec les enfants. Il y a déjà 2 petites filles à la praderie, et Madame Couder va même proposer de garder les enfants pour que les adultes puissent s'enfuir plus facilement, ce que la famille néer refusera, mais qui était de la part de Madame Couder un acte héroïque. Pas plus, je suis fatiguée, ça fait 3 jours. Voilà, c'était pour vous réveiller en fait. J'ai l'impression d'être toute seule. Voilà, maintenant. On en parlera, on verra d'où ça vient. Ensuite, bon voilà, vous avez les Machmi et vous avez les Rohan. Donc aussi, j'ai entendu parler des Rohan. Il y avait ce qu'on appelait les veillées. Et les Wormser montaient, une fois c'était chez les uns, une fois c'était chez les autres. Et on avait ce triangle Machmi, Rohan, Wormser, et régulièrement, ils se réunissaient pour ce qu'ils appelaient les veillées, où on pelait les châtaignes, on broyait les noix pour faire de l'huile, on buvait un petit coup, et la soirée passait. Voilà. Donc ça, c'est des souvenirs d'enfants qui l'ont vécu et qui le racontent. Vous pensez que moi, à Jérusalem, peler les châtaignes, c'est pas tout à fait dans mon... voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on a ici la maison des Dreyfus, assez isolée, quoique pas très loin non plus de la famille, puisque les Wormser et les Dreyfus sont en famille. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont en famille, et s'ils ne l'étaient pas, ils le sont devenus. Donc, ça fait beaucoup. Les Wormser sont en famille avec les Dreyfus. Et qui d'autre? Et comment après? On a encore... Oui, parce qu'on a aussi chez des Wormser des néers. Donc, même les néers sont... Voilà, ouais, vous avez compris. On a ici, je ne vois pas bien d'ici, tu peux me lire?
celui-là? Je vois pas bien non plus. Ah ben moi je sais, oui, je sais, mais c'est les Grumbach. Alors les Grumbach, c'est des gens qui ne se sont pas fait recenser. Ils ont perdu leur maman, c'est-à-dire c'est un monsieur veuf qui arrive avec ses 2 jeunes garçons, dont un des jeunes vit encore à Jérusalem, qui s'appelle René Grumbach. Et eux, ils sont directement allés se planquer à Miramont, dont ils ont des souvenirs, y compris un acte héroïque dont on parlera plus tard. Et eux, ils ne se sont pas fait recenser, ni en tant que juifs, ni rien du tout. Et on n'a pas du tout de traces de leur passage à Lanteuil, si ce n'est les témoignages. Et une photo. Et ils sont en famille aussi avec les Wamser. Par contre, je voudrais vous lire un témoignage qu'on m'a donné sur la place du village quand je suis venue avant-hier, hier, je sais plus, dimanche. Quelqu'un qui dit « Des réfugiés juifs étaient venus se cacher, étaient venus cacher leur mal d'habits, et par curiosité ou par doute, mon père en a ouvert une, de très beaux habits, avec leur nom sur les boutons, les Wamser. Ils avaient 2 filles, Rolande et Arlette. Arlette vit toujours, elle vit à Strasbourg, et c'était une amie de Jacqueline. Et elles se sont parlé mercredi dernier, quand je suis allée voir Jacqueline. J'ai appelé Arlette au téléphone. Je n'ai pas encore vu Arlette, elle a 95 ans, elle vit à Strasbourg. Tu ne l'as jamais revue. Mais 80, d'où? Ah bon? Ah oui, je confonds avec Paulette, pardon. 86. Ah oui, alors je confonds avec Paulette. Paulette a 93 ans. Voilà, alors il y a... Voilà, donc parmi ces gens-là, il y a beaucoup de témoins. Hein. Je pars demain à Paris rencontrer un témoin de 92 ans et son petit frère de 88 ans qui ont vécu dans la clandestinité ici, donc pour vous dire que voilà. Et donc on a aussi cette famille Lévy et puis l'autre famille dont on n'a pas le nom et qui a priori se serait cachée. Alors j'aimerais bien quand même, c'est où exactement l'endroit que vous indiquez? C'est où par rapport à là? Vous pouvez me montrer par là? Là, un peu à gauche, en bas à gauche. En dessous, et un peu en haut. Non, à droite plutôt. Je vous écoute, monsieur le maire. À droite. Hop, vous y êtes presque, encore monter un peu. Hop, la tournerie. La tournerie, et bien on les mettra là. Et donc ce seraient ces pharmaciens Lévy qui se seraient cachés là-bas. Un couple et... Alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus parce que j'ai lu les papiers il y a une dizaine d'années. Parce qu'il y avait une correspondance suivie entre cette famille et la famille Bernical. Ah, ils sont restés en contact. Et vous pouvez retrouver cette correspondance? Jusqu'en 1900, peut-être 70, quelque chose comme ça. Vous sauriez retrouver des traces de ces échanges pour qu'on ait des noms? Oui. C'est important. Merci beaucoup. Alors on continue le voisinage, justement, on en a parlé déjà. Donc les Machemy. Pierre Lavaux, qui était un enfant de la DAS chez les Machemy. Après j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup d'enfants de la DAS ici. On va voir une photo de classe. Peut-être que vous reconnaîtrez votre famille. Monsieur Vacher, c'était le professeur de Brive qui possédait la maison de la Focaille qu'il a louée à la famille. Il y avait les Rohan, il y avait Denise Roussy qui était une voisine des Dreyfus, donc elle devait habiter pas très loin de la rivière, je ne sais pas exactement. Il y a eu le marquis de la Praderie, dit le Juif. En fait, c'est un de mes témoins qui me raconte, il me dit qu'ils avaient dit aux Machemy, écoutez, nous sommes juifs, nous avons besoin de nous cacher. Et les Machemy auraient dit, mais écoutez, vous êtes peut-être israélites, mais juifs? Sûrement pas. Du juif, on n'en a qu'un. C'est le marquis de la Praderie. Sans commentaire. Jacqueline Rigaud, et en fait toute la famille Rigaud, mais parce que je remercie Jacqueline vraiment ce soir. La veuve Couder, qui était la famille. Le curé Tessandier, que je n'ai pas pu écrire sans Marie Monteil, puisque ils étaient de compagnie. Igor Zoloduchin, le gendre de la boulangerie d'Elmas. Alors la boulangerie d'Elmas, elle était ici au coin. C'est la maison aujourd'hui des Monteil, mais il y avait une boulangerie, il y avait ce russe blanc dont les témoignages de la famille Néer racontent que
d'abord les Wormser, vous avez compris, ils étaient au coin de la rue d'Oriol. Donc quand on descendait la Praderie, quand ils voyaient passer Monsieur Neher qui descendait, enfin Monsieur Neher, André Neher, qui descendait à la boulangerie jouer aux échecs, ils savaient qu'au retour, ils auraient des informations. Il semblerait que Igor, lui, avait des contacts, pouvait raconter ce qui se passait en ville, et c'était un petit peu une forme de contact avec le monde extérieur, parce que de la Praderie, il n'y avait ni radio, puis on ne cherchait pas non plus trop à se faire remarquer. Donc, aller chez Igor, c'était aller acheter le journal, entre guillemets. La boulangerie, c'était pas le Delmas, c'était Perra de l'Agé, déjà. Non, Delmas. Pendant la guerre, c'était Delmas. C'est différent. Jusqu'en quelle année les Delmas? Jusqu'en 65, oui c'est ça. Oui, le nom de Delmas revient régulièrement. Alors, le marquis de la Praderie, s'il vous plaît, il était juif ou c'était simplement une expression? Non, c'était une expression pour dire qu'il était près de ses deniers. Et les gens qui habitaient la Praderie, il y avait plein d'histoires qui tournaient, que la châtelaine qui avait construit ce château jetait de l'argent par la fenêtre pour payer ses serviteurs, et qu'il y aurait peut-être dans la Praderie des pièces d'or. Si on cherchait, donc les jeunes qui s'ennuyaient toute la journée étaient à la recherche de la cassette avec toutes les pièces d'or de la Praderie. Et de ce que j'ai appris, peut-être que vous savez plus d'informations, il semblerait que le marquis de la Praderie serait mort à Nice, écrasé par une armoire dans les années 42. Hein? Et sans sous, pourquoi? Parce qu'il aurait dépensé toute sa fortune et vendu tous ses biens pour essayer d'acquérir enfin le gouffre de Padirac, qui en fait était sous ses terres, mais que selon la loi, ce qui est sous terre ne vous appartient pas, et il avait beau vendre, faire des procès, il n'est pas arrivé à ses fins. Et il semblerait que le marquis de la Praderie, sans rentrer dans mon carnet pour vous donner les noms, c'est peut-être un peu dommage quand même, le marquis de la Praderie avait une sœur qui a donc hérité du peu qui lui restait. Et c'est en 42, donc on est au milieu de la guerre, les Neher sont arrivés en 41. Et donc le fils de cette sœur, lui, vient récupérer les loyers. On nous parle aussi d'un personnage un peu rigolo, avec un chapeau à plumes, avec un costume qui se prenait un peu pour le châtelain, ou qui ramasse, en tout cas qui ramasse l'argent. Et il semblerait que, je vais vous dire le nom, un certain De Salvagnac, donc la sœur du marquis était mariée à un De Salvagnac, à Padirac. Et ce neveu, bien, d'un côté, il cachait des juifs à la Praderie, de l'autre côté, il trafiquait avec la Gestapo à Toulouse, et il a été rattrapé en Autriche pour être jugé, et il a fait 5 ans de prison pour ses services rendus à l'ennemi. Donc il y a une dissonance que j'ai entendue chez plusieurs personnes, parce que j'essayais quand même de comprendre quels étaient les intérêts de chaque personne qui a essayé ici d'aider les Juifs. Et donc le marquis de la Praderie, lui, on ne l'a pas vu, il n'était pas vraiment là, mais par contre, voilà, cette personne qui d'un côté... Il était à Brive en 40. Et donc voilà, on a ce neveu qui a un acte double. Alors les jeunes. Alors d'abord les jeunes de la famille. Nous avons Fanny, c'est là que j'en viens à l'histoire personnelle. Fanny était ma belle-mère, la maman de mon mari. Et donc en fait, quand la famille Neher est arrivée, on va y arriver. On commence par Fanny. Fanny est née en 37. Donc quand ils arrivent ici, elle a 4 ans, c'est une petite fille. Et son papa est prisonnier. Et plutôt en 40, quand ils sont à Brive, ils se disent que la fête de Pâques va arriver et ils n'ont même pas le texte liturgique. Et la petite, elle, non seulement elle n'a pas son papa, elle est prisonnier à Saumur, tout est relatif dans cette période-là. Mais malgré tout, et le grand-père, Albert Neher, dit « Non, il faut que je fasse un album pour ma petite fille ». Albert Neher est sûrement la personne la plus importante de tout ce que vous allez voir. C'était un grand-père, Daniel peut le témoigner, un grand-père qui était tellement
pédagogue, près de ses petits-enfants. Il leur inventait des journaux, il leur dessinait des bandes dessinées, il leur faisait pour chaque anniversaire des dessins, un homme extraordinaire qui utilisait tous ses dons pour se rapprocher. C'était pas un grand-père distant. Certaines personnes m'ont raconté les histoires avec leurs grands-parents. Là, on a affaire à quelqu'un de très, très chaleureux. Et donc, Albert Neher dessine une première, ce qu'on appelle Agada. Vous allez découvrir ce mot. Pas Tagada, comme les fraises. Agada. Et donc, il décrit une première Agada pour ma belle-mère. Il nous faisait un journal mensuel dessiné, c'est les premiers dessins animés, enfin les premiers comics qu'il... chaque mois, on avait notre édition, ça s'appelait le journal des JD, Jean-Paul Daniel, mon grand frère et moi. Et il faisait ça toutes les semaines, sérieusement. On a gardé quelques exemplaires. Voilà, jusqu'à maintenant, on a des exemplaires. Effectivement, il faisait un petit journal pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Et donc, on a Fanny, on a Evan qui est sa sœur et qui naîtra, elle, en juin 44, ici, à Lanteuil aussi, qui sont la famille Samuel. Leur maman est une fille Neher, donc on a Elisabeth Neher qui va naître ici. Et donc, à la praderie, à la fin de la guerre, on a 3 petites filles. Les cousins Revel, Daniel et ses frères venaient jusqu'en 42. Jusqu'en 42, en vacances, des séjours, etc. Et puis après, c'est 3 filles qui vont grandir ensemble. Madame Couder est veuve. Et donc, on a des enfants chez les Rigaud, mais c'est tout, on ne sort pas, il n'y a pas de poussette. Vous connaissez les routes de Lanteuil à l'époque. Il n'est pas question de dire on va aller sur la place, au jardin. En plus, on est en pleine guerre et on est juif, donc on ne fait pas ces choses-là. Donc, c'est des enfants qui vivent là-haut, sur la colline d'Oriol, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Et donc, Fanny, elle est toute seule, en petite fille qui grandit toute seule, entourée de ses oncles, ses tantes et tous ces jeunes dont on va parler. Ensuite, en bas, chez les Wamser, nous avons 3. Alors, je les ai marqués jeunes. Bon, il faut dire que la majorité, c'était à 21 ans, mais malgré tout, ils ne sont pas si jeunes que ça. Il y a Simon, qui fait de la résistance, qui, le soir, disparaît pour rejoindre le maquis. Il y a Gaston, et il y a Paul qui a 7 ans. Et Paul va perdre sa maman à Lanteuil à l'âge... il y a Paul, oui, ça quand il arrive. Et Paul va perdre sa maman en 42 ici, à Lanteuil. Et jusqu'à maintenant, c'est une personne âgée, mais quand on lui parle de cette histoire, pour lui, c'est un traumatisme. Et le mot de Lanteuil, pour lui, c'est lié directement au décès de sa maman. Et c'est très difficile, mais d'un autre côté, c'est un témoin que j'adore interviewer. Il a une optique de ce qui s'est passé ici très, très intéressante. Arlette et Roland Wormser, donc ils sont les cousines par le père de ces Wormser-là. On a Julienne et Paulette, dont Julienne est la maman d'Elisabeth, et Paulette, les Dreyfus, qui habitaient le long de la Roanne. On a René et Pierre Grumbach, qui sont les fils qui sont arrivés orphelins et qui habitent derrière, à Miramont. Et on a donc les 2 filles Lévy de cette maison avec le porche de bois, qui sont Lucie et Odette, qui ont une vingtaine d'années. Et donc, vous voyez 3 photos ici pour illustrer. Ici, en haut, on est à la praderie et on a affaire à... voilà, on est à la praderie et on a les cousins qui sont venus voir la cousine et ils sont en train de faire un pique-nique à la praderie. Ici, on a la même photo que tout à l'heure, une cousine qui est venue rendre visite au Wormser. Et ici, on a la petite Elisabeth qui vient de naître, qui envoie la photo. On faisait très peu de photos, c'est pour ça que quand je vous demande si vous avez des photos, beaucoup me répondent, mais non, à l'époque, évidemment, on ne faisait pas tellement de photos. Et puis, il y avait ces pensionnaires. Parmi les pensionnaires, j'ai réussi à retrouver, grâce à différents témoignages, Pierre Auerbacher, qui a vécu donc là-haut. Alors, il faut comprendre que la famille Neher, elle a des tickets de rationnement, elle est inscrite en mairie, etc., uniquement pour la famille. Et tous ces jeunes-là, ils sont clandestins, ils n'apparaissent dans aucun registre. C'est grâce à leurs témoignages que je les ai trouvés. Mais avec ça, il faut les faire manger, et on est en pleine guerre. Ce n'est pas des propriétaires terriens, hein. Ils louent la maison de la praderie et ils travaillent leur petit jardinet, etc. Mais ils se débrouillent. Et donc, on va avoir Pierre Auerbacher qui va venir ici pour préparer son bac. Et il écrira plus tard dans un livre qui prend quand même 15 ou 20 pages de son livre pour raconter l'histoire à la praderie et la clandestinité.
Et il raconte que s'il a pu directement intégrer les études après la guerre, c'est grâce à ce qu'il a appris dans l'école clandestine de la Praderie. On a Marcel Legendre, dit Georges, qui a fait, lui, était dans le maquis et qui a été malheureusement arrêté sur dénonciation. Ils avaient été pris dans un guet-apens, il y avait un blessé, il s'était caché dans une ferme, et c'est le docteur qui a été, quand ils ont fait appel au docteur, c'est le docteur qui a dit qu'il y avait le maquis caché. Ils ont été arrêtés, interpellés à Limoges, et puis finalement, Marcel Legendre a été fusillé. Il écrit une lettre extraordinaire à ses parents avant de mourir. Si vous voulez chercher sur Internet, vous trouverez ce témoignage. Et ben, Guy et Jean, c'est deux personnes que je vais rencontrer donc demain. Et Jean, était alias Arthur, lui aussi a fait partie du maquis. Et comment je suis arrivée à Jean, je dois quand même raconter cette histoire. C'est grâce à Roger Collin. Alors, Roger Collin, Je suis à Sainte-Fortunade. À Sainte-Fortunade. 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 Alors, Roger, le papa de Roger avait pour nom de maquis Roger. Il a écrit un livre, et ce Jean Wormser est venu dans la région. Quand il est arrivé à Sainte-Fortunade, on lui a dit, tiens, mais il y a quelqu'un qui a écrit... Il a dit, j'étais là pendant la guerre dans la région de maquis. On dit, il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Il est tombé sur le livre du papa qui s'appelle Le pain partagé. Et dans ce livre, il y a un témoignage. Et Jean Wormser dit, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et sur le blog ou le site internet de Roger, il écrit, non, ça ne s'est pas passé comme ça, je vous raconte l'histoire. Jean, donc, était dans le maquis, mais il habitait la Praderie. Et il a, lui, avec un copain qui s'appelle Louis Lacroix, qui est aussi raconté par les autres témoins, ils se sont dit, on va se faire remarquer par le maquis pour intégrer le maquis. Comment on va se faire intégrer? Alors je vous raconte, non pas ce qui est marqué dans le livre, mais ce que dit Jean. Il y avait Louis Lacroix est de Brive, et il y avait un maquisard dont il était amoureux de la fille. Et il s'est dit comme ça, on va mettre son compte au père. Pour ça, on va kidnapper la fille. Le père va venir... Milicien, tu as dit. J'ai dit quoi? Tu as dit maquisard. Ah, milicien, pardon. C'est un mot difficile pour moi. Et donc, il était milicien, et ils se sont dit, on va attraper le père en le faisant venir, puisque lui, il était copain avec la fille. Il a donné rendez-vous à la fille. Il s'était dit, on va donner rendez-vous à la fille, on va la kidnapper. Là, le père va débarquer, et... Alors, dans le témoignage, vous le trouverez sur Internet, où on le zigouille, où on lui explique qui on est. Et après, on ira voir le marquis, un grand héros. Ils ont 17 ans à l'époque. Heureusement pour eux qu'ils n'ont pas fait ça. Mais en attendant, voilà deux personnes qui étaient... Alors, les deux frères Wormser sont juifs. Les parents sont à Limoges. Et les parents vont être sauvés par un juste des nations. Monsieur et Madame Martin, vous savez que l'État d'Israël donne une médaille des justes aux gens qui ont, simplement par humanité, sans aucun intérêt pécunier ou autre, ont aidé des Juifs à survivre. On a aussi un certain Michel Hayem, si ça dit quelque chose à quelqu'un, parce que je n'ai pas de traces, et un certain Quito Mistler, dont la maman, a priori, était diplomate, peut-être consul, il était d'origine argentine. En tout cas, comment on est arrivé à ces noms-là? Eh bien, d'abord parce que ici, vous avez Guy, vous avez Marcel Legendre, et vous avez Jean. Et ça, c'est une photo de la famille Neher à la Praderie. Voilà ma belle-mère, voilà le chien, voilà le grand-père Neher, Albert, et sa femme. Non. Et sa sœur, pardon, la femme est là, la grand-mère est là, et la tante est là, la sœur d'Albert. Et puis on a ici la maman, donc la grand-mère de mon mari, la maman Hélène Samuel. Et là on a la petite Elisabeth dans les bras de sa maman et son papa Richard. Alors l'école de Lanteuil, les enfants qui habitaient Lanteuil, par exemple les Wormser, racontent être allés à l'école ici. Ils se rappellent très bien du couple Geneste, et ils se rappellent aussi de mademoiselle Fouillou. Donc, ça vous dit quelque chose, hein? Elle est restée après-guerre ici? Ouais, longtemps? Jusqu'à sa mort. Mais elle était enseignante après-guerre, elle est restée à l'école? Elle habitait là, mais elle n'était plus enseignante.
jusqu'à sa retraite, elle était institutrice. Ok. Alors voilà, on a ici une photo. On a Marcel Ardaillou qui est ici, si je ne me trompe pas, 1940, c'est bien ça, les Ardaillou, vous confirmez? Et en fait, voilà, on a une photo de classe que vous pouvez consulter. Je vous donne l'adresse, vous connaissez le restaurant à l'auberge juste à l'entrée. Et donc, si jamais vous reconnaissez des gens, notamment des juifs, mais pas forcément, alors j'ai compris qu'il y a beaucoup d'enfants de... Vous voyez là, Jean-Claude? Vous êtes où? Oh, vous êtes là. D'accord. On a une autre photo, elle n'est pas très bonne non plus, celle-là. L'original, c'est pas qui là, celle-là? Moi? Oui. Bah, si vous retrouvez des photos de classe, on les prendra avec plaisir, vous faites une copie, vous nous les envoyez. Si vous reconnaissez quelqu'un, un peu difficile. C'est une photocopie, donc c'est un peu difficile de reconnaître. Ah, c'est les garçons. Est-ce que c'est Monsieur Geneste? Ouais. En plus, on ne voit pas très bien. Enfin, cette photo, elle est en tout cas, elle est au restaurant. Les deux photos sont au restaurant. Si vous pouvez passer et laisser des témoignages là-bas, ça serait vraiment super. Je vais la montrer, bien entendu, à mes témoins, à moi, pour savoir s'ils se reconnaissent. Alors, l'administration, c'est pas toujours très rigolo, mais vous voyez ici, c'est la libération de Nathan Samuel, donc le papa de cette petite Fanny, ma belle-mère dont je vous ai parlé, qui va être libéré de Vierzon. Vous voyez là-haut, cette lettre, elle date du 12 mai. On lui dit qu'il s'engage formellement à ne commettre aucun acte d'hostilité envers l'État allemand, l'armée allemande, et à remettre immédiatement au service de la police française de sa commune tous ses effets militaires. Donc il quitte Saumur le 12 et il se présente au centre de démobilisation de Brive-la-Gaillarde le 15 mai. Et vous voyez, il arrive et il rejoint, donc le 15 mai, c'est la preuve qu'il arrive ici à Brive, et en fait c'est le jour où ils intègrent, c'est le lac Baomer, c'est une fête, mais c'était l'anniversaire de ses fiançailles, de son mariage, et donc il est heureux de retrouver non seulement sa femme, sa petite fille, en plus une maison, alors qu'il sort de la caserne. Et là vous avez une carte de vêtements et articles de textile. Alors là vous voyez bien marqué Lanteuil, et c'est Nathan Samuel qui vient récupérer. De l'autre côté il y a des tickets, les fameux tickets, je n'ai pas tout scanné, mais et voilà, les fameux tickets. Et l'administration, toujours, vous voyez, selon le statut, il fallait que les Juifs aillent se déclarer. Donc on a ici une déclaration sur l'honneur de Nathan Samuel, qui... Est-ce qu'il y a marqué quelqu'un lit bien? Ah oui, là, c'est son adresse sur Brive-la-Gaillarde, pourtant il habite déjà ici. Et il déclare ça, Samuel, né Hélène, sa femme, et il déclare sa petite fille, Fanny. Et... il n'y a pas marqué qu'ils habitent Lanteuil? Non, ici il n'y a pas marqué qu'ils habitent Lanteuil, mais vu la date, ils habitent Lanteuil. Par contre, le 23 avril 1943, ils sortent de la mairie de Lanteuil, selon les lois de l'époque. Vous voyez, c'est le tampon, il y a marqué Lanteuil, et on est obligé de marquer sur les cartes d'identité juifs. Et là, c'est précisé qu'ils habitent Auriol. Ils habitent tous les deux, le château de la Praderie d'Auriol. Je ne sais pas, il y a marqué ici Lanteuil, on voit très bien. Et pourtant, le greffier de la mairie a marqué, et non seulement marqué en rouge, mais tant qu'à faire majuscule et souligné, juif, juif. Ça se passe à Lanteuil en 1940. Maintenant, je rentre dans le château de la Praderie. Le château de la Praderie, comme vous l'a dit Daniel tout à l'heure, Albert Neher était un fin dessinateur. Il a dessiné sous tous ses angles le château. Ce qui m'a permis à moi de retrouver quand même, cet après-midi on est allé faire beaucoup de photos, c'est dommage, le propriétaire ne nous a pas laissé rentrer et c'était dommage parce que les gens reviennent après 70 ans mais ne reviendront peut-être pas à Lanteuil. C'était l'occasion de se recueillir au moins dans le jardin, si vous pouvez faire savoir que c'est un acte manqué, c'est dommage.
En attendant, on a ici des vues du château sous différents angles, et le grand-père Neher s'est donné la peine non seulement de dessiner son château, et les gens témoignent, il était assis sous son arbre, et il peignait, il dessinait, et on voit exactement comment était constitué le château, et c'est troublant la ressemblance. Et puis on a cette photo, alors cette photo c'est la maison des Rigaud, parce qu'il y a marqué ici « Jardin » avec la ferme Vétrem. Alors, c'est pas Vétrem, on a trouvé ici dans les archives de la mairie, il s'agit de la famille Védrenne, qui est devenue par héritage la ferme Rigaud. Elle a un petit peu changé, puisque maintenant on n'a plus une porte, mais une fenêtre ici. Et ça correspond tout à fait, ce dessin, alors que c'est deux auteurs différents. Ça, c'est Albert Neher qui dessine, et ça, c'est un des Pierre Auer qui vivait et qui dit comme ça. Ces œuvres étaient peintes et accrochées partout dans l'énorme bâtisse, et j'ai devant les yeux, de mémoire quand il écrit, j'ai devant les yeux une vue qui devait représenter la montée vers le château avec une barrière posée le long de la route. Nous, ensemble les jeunes, nous étions plutôt caustiques et pas très gentils. Nous nous extasions devant cette énorme chenille processionnaire qui montait vers une colline verte. Et franchement, la ressemblance entre l'endroit, le texte, deux personnes qui se sont plus jamais revues, c'est impressionnant. Ça, c'est une petite carte postale que Fanny, ma belle-mère, oui, a écrit à son grand-père paternel, donc des gens qui étaient cachés à Ghana dans l'Allier, rien à voir, mais elle écrit comme ça: mon cher grand-père, je t'envoie une belle carte. Bon, c'est pas elle qui écrit, hein, c'est sa maman, mais au nom de Fanny, comme vous voyez, c'est pas tout à fait une correspondance là. Ok, une vue du château où nous habitons, c'est grand-papa Albert qui l'a dessiné. Je vous embrasse, mes chers. Et vous voyez, cette lettre est arrivée, cette carte est arrivée puisque Fanny l'a récupérée par son grand-père. Et encore un dessin de grand-papa Albert qui dessine donc cette maison avec ses sapins, avec son entrée. On a cherché cette porte, je crois qu'on l'a retrouvée, Michel. On a retrouvé cette porte tout à l'heure en tournant bien dans les broussailles tout autour. Et puis, notre grand-père dessinait effectivement énormément. Il dessinait sur des feuilles qu'il prenait sur un cahier d'écolier. C'était à peu près la seule chose qu'il trouvait à l'épicerie de Nanteuil. Des couleurs qui venaient d'aquarelles toutes simples. Et quand il n'y avait pas de cahier d'écolier disponible ou qu'il n'avait pas le courage d'aller jusqu'à l'épicerie, il prenait des morceaux de caisse, que nous allons voir tout de suite, et il en faisait des tableaux encadrés. Alors, on continue avec les dessins, parce que vous allez comprendre que ça, c'est pas un détail. On est en pleine guerre, des gens là-haut, vous aviez des commerces, vous aviez vos fermes, eux, ils sont là, ils sont 11 personnes, ils se réunissent pour les repas, ils se réunissent pour les prières, il faut occuper le temps. Et donc, chacun avec sa tendance, avec ses capacités, seulement, grand-papa Albert, c'était un multitâche et un artiste né, donc ça va partir dans tous les sens, soyez prêts, parce qu'il n'y a pas que des dessins. Alors il dessine quand même le puits de la praderie, il dessine l'intérieur de la maison, c'est pour ça qu'on était un peu curieux aussi de savoir, est-ce qu'il reste encore la cheminée, ça c'était le côté de la cuisine, ces fenêtres on n'a pas revues. Mais vous voyez, ils jouent les paysans, bon alors eux ce sont des Alsaciens, pas spécialement, alors il y avait beaucoup de ventes de maquignons, qui sont arrivés dans la région, mais eux, pour le coup, ce n'était pas du tout leur domaine, vous allez le comprendre. Ici, on a la famille réunie avec les trois garçons Revel, les deux garçons Revel, on a Fanny, on a Elisabeth, et puis on a la... Non, c'est Michel. C'est Michel? Le troisième Revel. Ah ouais, d'accord, ok. Ça t'es pas né? Si, t'es né. Pas né sur cette photo. Ah, t'es pas né, d'accord. C'était tout de suite après le mariage. D'accord, autant pour moi. Alors, religion et tradition. Il faut savoir que la famille Neher était une famille religieuse. Comme beaucoup de familles d'ailleurs qui se sont cachées ici, les gens étaient très attachés à la religion. Alors quand je dis religion, c'est pas religieux dans le sens... c'était pas ni des ni des rabbins, ni des sœurs, des gens qui se sont dévoués à la religion. C'est simplement que chez nous, les juifs, quand on est pratiquant, on dit qu'on est religieux. Donc ce sont des gens pratiquants. Et pour eux, c'est important, quand ils s'installent à la praderie, de revivre le Shabbat, ça revient toutes les semaines, mais aussi les fêtes qui reviennent tous les ans, avec des alimentations particulières, avec des habits particuliers. Un des témoins raconte. Excusez-moi, pourquoi la praderie? Pourquoi ce château? Est-ce qu'ils connaissaient, la famille Neher connaissait donc le château de la praderie?
Le propriétaire? Pourquoi ce château? Pas du tout. C'est que les familles qui étaient déjà arrivées, donc les Dreyfus, entre autres, étaient arrivés avant, on dit on va vous chercher, on va vous sortir de Brive. Encore une fois, plus on sortait des villes, plus on avait des chances de s'en sortir. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé, ils cherchaient une bâtisse suffisamment grande pour accueillir 11 personnes. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé le château. Il n'y a pas de rapport entre le marquis et ces gens. Ils ne se connaissaient pas. Non, non, pas du tout. Comme d'ailleurs aucune des familles. Je pense que c'est un hasard de les Wanzer qui ont habité ici les premiers ont cherché et ont indiqué au Néer qui était vaguement famille avec eux, au Dreyfus qui était en famille avec eux, etc., des endroits où ils pouvaient espérer louer. Donc je reviens aux pratiques et à la tradition. Donc voilà, on a une photo, alors elles sont rares les photos, mais vous voyez tous ces gens déguisés, c'est tous les gens de la braderie, c'est toute cette famille qui fête la fête, qui est aussi très symbolique par rapport à l'époque que nous vivons, qui est la fête de Pourim. La fête de Pourim, c'est le livre d'Esther dans la Bible, et c'est aussi un sauvetage du peuple juif. Et c'est un jour où on se déguise, parce que si on lit ce livre, on voit qu'il y a un revers de l'histoire où tout se transforme, et que les mauvais deviennent les bons les mauvais, celui qui voulait que les Juifs meurent, c'est lui qui sera pendu. Enfin, il y a tout le livre d'Esther, je vous renvoie à la Bible. En attendant, chaque année on le pratique, on se réunit, on lit le texte d'Esther, et puis on se déguise, et puis on mange des gâteaux un peu particuliers, et on boit du vin, et les Néers, on les voit sur cette photo en pleine guerre, vivent leur Pourim, c'est comme ça que ça s'appelle, leur Pourim à Lanteuil. Et à droite, vous voyez un petit morceau de tissu qui est à peu près cette taille, qui se trouve maintenant au musée de Yad Vashem. Si vous allez visiter un jour Jérusalem, je vous invite tous. Et donc ce petit morceau de tissu nous laisse entendre par les lettres, c'est des lettres hébraïques, on dirait des notes de musique peut-être, mais non, c'est des lettres hébraïques. Elle signifie que derrière ce rideau, en général, se trouve l'arche où on garde les rouleaux de la Torah. Or, la Torah, c'est évidemment un parchemin sur lequel nous lisons, nous, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de la Bible. Et en fait, ce tissu brodé à la main, on sait qu'à Lanteuil, là-haut, à la braderie, il n'y avait pas de Sefer Torah, donc pendant la guerre, ils ont lu sûrement d'un livre les histoires bibliques, mais ils n'avaient pas ce parchemin. Donc cette arche ou cet endroit, c'était peut-être une petite bibliothèque où ils gardaient leurs livres. Des témoins de la famille racontent, enfin des Lanteuillois juifs montaient à la braderie pour les fêtes. C'était l'espèce de, vous ne le savez pas, mais c'était en gros la synagogue de Lanteuil. Les Wanzer montaient tous les Shabbats. Voilà, et tous les vendredis soirs. Après, ils allaient manger ou chez leur tante ou chez eux, mais les Wanzer montaient tous les vendredis soirs, accueillir le Shabbat, allumer les bougies, faire la prière. Et donc, vous ne saviez peut-être pas, mais c'était, sans être clandestine, par contre, le château de la braderie, ça a servi aussi de synagogue pour les Juifs de Lanteuil. Et donc, on sait qu'il y avait des livres, mais on ne pense pas qu'il y avait beaucoup de livres. Par contre, je vous ai dit, le grand-père Néer, lui, avait une très grande activité artistique. Il y avait, à l'intérieur du château de la braderie, un piano. Et donc, Albert Néer, déjà avant-guerre, avait composé des valses et des musiques avec des vraies partitions qu'il avait éditées. J'en ai quelques-unes à la maison. C'était un vrai artiste, il composait de la musique. Donc d'abord, il adorait la musique, mais il a lui-même composé des morceaux de musique. À la braderie, ça chantait. Et c'est pour ça que moi qui viens d'une famille juive française pendant la guerre, qui a vécu tout à fait une autre histoire de la guerre, pour moi c'est des grandes nouveautés de savoir qu'on chantait pendant la guerre. J'ai jamais entendu ma famille, je les ai vus pleurer, je ne les ai pas vus chanter. Et donc, un des témoins, carrément, quand je l'interviewe, en plein milieu, il me dit « Mais moi, j'ai appris cette chanson d'Albert Néer. » Il se met à chanter, il a 92 ans, il habite Jérusalem. Et hop, en plein milieu, sa vie démarre comme ça, les chansons qu'il a appris à chanter en hébreu ou en français, mais rapport au judaïsme, grâce à Albert Néer. Tout le monde raconte qu'autour des tables, il y avait une ambiance le Shabbat, donc le vendredi soir ou le samedi, quelque chose d'extraordinaire. Et pour beaucoup, ça a été
leur attachement au judaïsme. J'ai un témoignage de quelqu'un qui dit « Si aujourd'hui je suis attachée encore à mon judaïsme, c'est quand je repense à ces Shabbats de la Praderie. » À la Praderie, c'était un espèce d'îlot. C'est un endroit qu'ils ont appelé le kibbutz. C'est un endroit qu'ils ont appelé la terre biblique. Et en fait, vous aviez affaire à des rêveurs, comme c'est marqué dans le livre des psaumes. En pensant à Sion, nous étions des rêveurs. Et c'est des gens qui se sont vus traverser l'histoire, non pas la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, mais vivre l'histoire du peuple juif à travers l'épopée d'un peuple qui doit passer par ce moment-là. C'est pas pour rien qu'ils appellent ce nom Mahanaïm, parce que Mahanaïm, dans la Bible, c'est le moment où Jacob va traverser pour revenir. Et il va rencontrer les anges là-bas. Et il va appeler l'endroit Mahanaïm la double demeure ou le double camp. Mais en fait, ils se voient eux-mêmes dans ce passage de la nuit. Ils l'écriront d'ailleurs juste à la fin de la guerre. Le papa d'Élisabeth et André Neher écriront un texte fabuleux. Et ils se voient comme ces gens qui ont traversé la nuit pour se battre avec Jacob et finalement trouver la terre d'Israël. Et donc, il y a quelque chose de particulier. Les dessins, vous allez le voir, on va en voir d'autres. Les poèmes, c'est des vrais poètes. Le papa d'Élisabeth et son frère ont écrit des poèmes extraordinaires sur toutes les fêtes, et notamment, rien que sur cette fête de la Pâque juive, ils ont écrit sur le moine, sur la veille, sur le jour même, sur le lendemain, sur la traversée du désert. C'était des rêveurs et ils ont profité de ce moment où ils ont pu utiliser leur plume pour écrire des choses extraordinaires en français. Je tiens à préciser que la majorité des choses qui ont été écrites sont écrites dans la langue de Molière, et ça aussi c'est important. Pierre Auer, donc un des clandestins, écrit « De cette époque reste le souvenir de sa passion du moment, l'orchestration. Je dirigeais des orchestres imaginaires sous l'œil complaisant de la famille Neher, m'agitant à table, improvisant à la fois mon rôle de chef d'orchestre et celui de l'orchestre tout entier. » Donc pour vous dire que même clandestins, sans papier, loin de leurs parents, qui ne savaient même pas s'ils reverraient ou pas, ces jeunes qui étaient le vendredi, quand le vendredi midi arrivait, hop, on arrêtait tout. Il faut dire que l'école clandestine, c'était moitié travail, moitié études. Mais quand le vendredi arrivait, il fallait cirer ses chaussures. Ils racontent qu'ils se mettaient devant la fenêtre pour que ça fasse miroir. Il se faisait beau. Ils mettaient leur seule chemise, mais en tout cas, ils ne mettaient pas des habits de travail pour accueillir la reine du Shabbat. Et ils descendaient tous habillés en chantant. Et dès le vendredi midi, alors que le Shabbat rentre à la tombée du jour, dès le vendredi midi, le père Neher insistait pour que la maison rentre, comme on dit chez les scouts, se shabbatise et rentre dans cette ambiance du Shabbat. Et comme c'était la guerre et qu'on a l'habitude d'un abattage rituel un peu particulier et qu'il n'y avait pas de viande, alors que le Shabbat, pour honorer le Shabbat, on doit manger du poisson, de la viande. Alors il y a une coutume alsacienne, c'est que le poisson, ils le font la carpe à la sauce verte, avec beaucoup de persil, et la sauce est verte. Et les témoins racontent que le père Neher a insisté pour que le vendredi soir, il y ait un demi-œuf par personne avec une sauce verte. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson, mais au moins la sauce verte, ça donnait, ça cachait la misère de ce qu'il y avait sous l'œuf. Elisabeth vous l'a dit, alors le père Neher, un petit peu pour se faire de l'argent aussi, récupérer des cagettes, si ça se trouve, c'était à l'épicerie des Lomont, je ne sais pas. En tout cas, il récupérait, vous voyez, de ce côté, on a le dos de la... Pourquoi la souris? Voilà. Vous voyez, ça c'est le dos de... Il y a marqué ici Limoni, Italie, c'était des cagettes à citron. Et de l'autre côté, on voit qu'il utilise le bois comme le cadre, tant qu'à faire, hein. Et puis là, il a dessiné la boucherie des grands-parents d'Élisabeth à, dis-moi le nom. Vestouze. Vestouze, en Alsace. Vestouze, en Alsace. Donc ça, c'est marqué, on ne voit pas bien, mais boucherie Dreyfus. Voilà, c'est marqué en haut. Voilà, ici, boucherie Dreyfus. Donc ça, c'est la boucherie à base d'une photo, puisqu'il ne connaissait pas l'endroit. Ici, il dessine des villages d'Alsace, notamment Aubernais, d'où il était originaire, d'origine. Et donc, voilà ce que fait le père Neher. Tous ces dessins, il en manque encore, sont répartis dans la famille jusqu'à maintenant. Vous allez dans les... Par exemple, j'ai été voir Paulette, c'est là que j'ai trouvé sur son mur cette photo que j'avais jamais vue.
voilà, dessinés sur des cagettes, très ressemblants. Vous avez compris que ce que vous voyez, c'est très proche de la réalité. Je vais avancer un petit peu plus vite. Donc, je vous ai dit qu'il composait de la musique. Albert Neher a fait un lexique franco-alsacien. Aussi, on voit tout le temps marqué Lanteuil et l'année. Il dessine encore une fois Machanheim, la praderie. Il a fait un aperçu de critique sur la critique biblique, qui est un facsimilé d'une trentaine de pages où vraiment il est révolté contre une mauvaise lecture de la Bible qui a sûrement engendré les conditions dans lesquelles se trouvent les Juifs à cette période. Et puis, comme on vous l'a dit, il écrit ces fameuses Agadotes. Les Agadotes, donc c'est le texte liturgique qui sera lu la nuit de Pâques. Ça, c'est la première qui a été faite donc, pour la petite Fanny. Puis d'autres un peu plus sophistiquées. C'est toujours marqué en français ici, fait à la praderie de Lanteuil, ici plutôt. Et vous avez des dessins. La dernière seulement est colorée, les autres sont noirs. Vous avez ici un chant qui a été écrit, un poème qui est unique, qui a été composé par les Neher et qui est tout à fait original. Ça aussi, c'est original. D'habitude, on ne le voit pas, mais ça résonne un petit peu avec le symbole des mémoires juives brives. Vous voyez, c'est le pèlerin. Le pèlerin qui revient à Jérusalem. On voit là-haut sur les collines Jérusalem habitée avec peut-être le temple. Et ce pèlerin avec son bâton qui revient à Jérusalem. Il faut savoir que dans les autres Agadotes, les précédentes, celle-là est de 44, celle de 43 et de 42, tout est noir. Il y a un gros nuage noir. Il n'y a même pas de maison sur Jérusalem. Et ils se voyaient comme des rêveurs, mais d'un autre côté, ils étaient bien conscients, et on le voit à travers les dessins, quand la couleur arrive, que la fin de la guerre aussi arrive. Ici, on a, à gauche, le Yirivi Divshi, qui sont donc les commentaires sur lesquels moi je fais mon doctorat, mais je ne vais pas m'étendre. On a les joies et les peines, on a ici la famille Neher, donc le mariage des parents d'Élisabeth, et la famille qui se réunit à la praderie, en vue de ce mariage qui aura lieu à Brive. Et on a la naissance d'Élisabeth, ça c'est pour les joies. Pour les naissances, eh bien, vous voyez, c'est marqué ici, Oriol, commune de Lanteuil. Ça c'est la date de naissance d'Élisabeth. Et ça, merci monsieur le maire de nous avoir laissé accéder aux archives. Et ici, la naissance de Eve-Anne Samuel, donc la sœur de ma belle-mère. On voit ici la signature de monsieur Rigaud. À l'époque, le maire c'est monsieur Clos, vous le savez. Ici, les décès, comme je vous l'ai dit, les Wamser perdent leur maman et puis après, ils vont perdre leur grand-mère. Et les deux seront, vous voyez comment c'est marqué ici? Les Sapins, commune de Lanteuil. Sapins, Lanteuil. Donc la maison que vous connaissez à la Croix d'Oriol. Alors le printemps 44, on est obligé de s'arrêter quand même sur ce moment historique. Vous savez très bien qu'en avril 44, les Allemands arrivent à Lanteuil. Et il monte au château d'Oriol. C'est un film. Ah, le petit film, d'accord. Alors, le film, on dira un petit mot. Attends, alors je termine et comme ça après on mettra le film à la fin. Donc le printemps 44, donc les soldats vont monter. Alors ils vont d'abord passer sur la grande route évidemment. Et donc les Wormser n'ont pas le choix que de quitter la maison pour monter à la Focaille. Ils laissent le grand-père et c'est de là qu'ils voient qu'on leur prend la voiture, etc. Et ensuite, la Das Reich va monter. Quoi? C'est pas la Das Reich. Bremer. Alors, je vous dis franchement, j'ai lu les livres, j'étais sûre que c'était la division Bremer. Mais depuis 3 jours, je n'entends que la Das Reich. Moi, je sais en lisant Mons et les autres historiens que c'est Bremer, mais Elisabeth. La tradition familiale chez nous disait que c'était la division Das Reich, qui n'arrive, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu les derniers jours, que 8 jours après à Lanteuil. Alors c'est ou la division Bremer ou Das Reich, c'est aux historiens de décider. C'est la division Bremer. Moi aussi, je pense que... Je pense que ça ne fait aucune différence, parce que le résultat est exactement le même. Oui, mais c'est pour la vérité historique, c'est important. Vous avez deux historiens. C'est pour la première fois. Moi, j'avais toujours entendu seulement Das Reich. Ils arrivent, ils montent avec des camions. Voilà. Et ils s'arrêtent devant la porte de la braderie. Et
notre famille, mon grand-père et nos parents qui les ont vus arriver, doivent savoir ce qui les attend. Ils sortent du château à leur rencontre. Mon grand-père, le patriarche, d'abord. Maman avec moi sur les bras, un petit bébé comme vous. Et Nathan Samuel, qui a toujours montré un courage absolument extraordinaire pendant toute sa vie. Il s'adresse à eux, un jeune soldat qui vraisemblablement a dû être un étudiant, qui est le traducteur de l'allemand au français, et qui s'approche de mon grand-père, qui lui dit à l'oreille, ne parlez pas. Nous n'avons pas assez de camions pour vous emmener. Les Allemands, effectivement, n'avaient pas assez de camions pour les 18 personnes qui se trouvaient ensemble au château de la Braderie. Ils sont partis en ramenant avec eux des œufs. Comment? Ils sont descendus chez vous après. Exactement. Ils ont pris aussi, je crois, des œufs, des poulets, des choses de ce genre. Et la question s'est posée ensuite à notre famille, que faire? Nous avons aujourd'hui traversé, grâce à Michel Rotet et à Yaël, le chemin qui mène à la Braderie. Est-ce qu'on va se cacher dans la forêt? On a des vieillards, des enfants, une femme enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt? Ils vont finir par nous retrouver. Et notre grand-père a pris la décision, je crois que c'était une décision héroïque, nous resterons ensemble. S'ils doivent revenir nous emmener, nous serons au moins ensemble. Même en 1944, ils avaient encore l'espoir qu'il s'agissait de camps de travail, qu'il leur suffirait de se mettre à faire ce qu'on leur demande pour pouvoir continuer à vivre. Et un miracle. Les Allemands ne sont jamais revenus. Vous savez aussi bien que moi à quoi ils étaient occupés la semaine d'après, que ce soit Das Reich, que ce soit Bremer, les exactions qu'ils ont faites à Tulle, à Oradour. Mais, oui. Je vous dis quand même que le 2 avril, en une petite seconde, le 2 avril, c'est-à-dire pendant la Sainte-Sainte, ils sont à 7 km d'ici de Auteuil, à Bénin, et là, 17 juifs ont été arrêtés et envoyés dans les camps de mort. Voilà. Et là, la date de cette journée fatidique, c'était le 7 avril. Le 7 avril, c'était 5 jours avant Pessah. Et les Allemands ne reviennent pas, et ils voient que la vie continue sans qu'ils n'aient jamais imaginé que ça puisse arriver. Ils commencent à cuire dans le four à pain que nous avons vu aujourd'hui. Ils commencent à cuire les pains asiles, les matzot pour le Pessah, pour le repas de Pessah, le Seder. Et ils font une chose absolument extraordinaire qu'ils ont fait chaque année. Dans les 3 mois qui ont précédé Pessah, ils ont commencé à écrire ensemble cette Haggadah. Ce que nous n'avons pas dit jusqu'à présent, c'est que l'écriture, le scribe, comme au Moyen-Âge, était Nathan Samuel, le grand-père d'Olivier, le mari de Yaël, qui avait une écriture merveilleuse. Les dessins étaient faits par notre grand-père, bien entendu, et les commentaires liturgiques, commentaires rabbiniques, d'après les sources qu'il connaissait très bien, par mon père et par André Neher. Mais cette dernière Haggadah, ils la finissent comme ils les ont finis les années précédentes. C'est la 4e. Ils avaient pris l'habitude de se comporter avec ce rituel comme avec un rouleau de la Torah, c'est-à-dire à faire les mêmes gestes traditionnels que chacun fait pour terminer les dernières lettres d'écriture. La Torah s'écrit à la main, avec une plume, exactement comme au Moyen-Âge. Chaque participant vient et écrit une lettre. S'il ne sait pas écrire assez bien, il pose sa main sur la main du scribe qui écrit lui-même. Et en fait, de cette façon-là, il participe à l'exécution de l'œuvre sacrée. La famille Neher a décidé de faire la même chose avec le rituel de Pessah. Et chaque année, tous y ont participé. Les Juifs et les chrétiens, tous ceux qui se trouvaient dans ce kibbutz de Mahanaïm. En 1944, le 9 avril 1944, ils refont la même chose. Les mêmes gestes, comme si rien ne s'était passé. Et qu'est-ce qu'ils font en plus?
Alors justement, la Haggadah est prête. Le 7 avril 44, c'est la date même où on va célébrer le Pessah, c'est-à-dire que c'est le 14 du mois de Nissan. Donc cette histoire de la venue des Allemands est arrivée quelques jours avant, et se préparer à la fête de Pessah quand on ne sait pas si on ne va pas venir nous chercher, ils ont tremblé et ils ont caché, comme vous voyez dans cette partie du texte, ils ont rajouté un texte qui n'est pas, ils ont rajouté à 2 endroits d'air, un texte qui n'est pas, voilà. Le chien en haut. Voilà. Ce chant liturgique est une histoire très symbolique, écrite au XIIe siècle par un des poètes juifs espagnols. C'est l'histoire du petit chien, du petit agneau qui appartient à un enfant. Le petit agneau est mordu par le chat. Le chien mord le chat. Le bâton frappe le chien. Le feu brûle le bâton. L'eau éteint le feu. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne tuer le boucher et que le Seigneur vienne tuer, annihiler l'ange de la mort. C'est sur ce poème qui est tellement significatif à l'époque où il vit, il est tellement significatif après cette soirée de 1944 qu'il rajoute les mots suivants. Texte d'Ésaïe. Or maintenant, ainsi à 3:1. Oui, vas-y. Or maintenant, ainsi a parlé l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob, ton auteur, ô Israël. Ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura pas de prise sur toi. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton défenseur. Donc c'est un texte qui ne fait pas partie de la liturgie, mais on sent bien que ces personnes sont dans le miracle. Ils n'écrivent pas ça par hasard, et de toutes les phrases de la Bible, ils choisissent les phrases qui correspondent le plus à ce qu'ils ont vécu. Je vous ai dit qu'ils ont appelé ça la terre de la Bible. Ils le vivent au jour le jour, et à ce moment de leur sauvetage, encore plus. Il me reste, c'est bientôt fini, il me reste 2 éléments. Celui-là, qui peut peut-être expliquer l'attitude de certains Lanteuillois qui n'ont pas forcément toujours été très sympathiques avec les Juifs. Et malheureusement, on sait qu'il y a eu quelquefois des moments un petit peu difficiles à Lanteuil. Mais on le sait, il y avait ce texte qui circulait en avril 1944 et qui menaçait les habitants si jamais ils donnaient de l'aide. Alors c'est vrai que les Allemands souvent cherchaient plus le maquis que les Juifs, ceux qui sont arrivés à ce moment-là. Et on le sait parce que dans plein d'endroits où les Juifs disent, ils sont venus et ils ne nous ont rien fait. Et donc, on ne peut pas les soupçonner quand même de ne pas chercher les Juifs, mais malgré tout, là, ils étaient en train de chercher le maquis. Et donc, on a ce texte qui dit que si vous... Je pense par exemple à la grange qui était attenante à la praderie. Donc, on peut comprendre la menace qui régnait sur Lanteuil. Et enfin, on ne peut pas parler de Lanteuil sans parler du 23 juin 1944. 23 juin 1944, où Jeanne Buret va être assassinée, alias Marcel, avec cette fameuse histoire de Murat, Roger Lescure, qui va venir, qui va s'enfuir derrière, qui va passer par là, et qui va monter à Miramont. Et là, c'est là que la famille juive qui se cache à Miramont, les Grumbach, racontent que quand Lescure est passé, il a dit « Vous ne m'avez pas vu », mais ça c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois ici, « Vous ne m'avez pas vu », et il lui a fait signe de partir, et René Grumbach a caché les Lévis qui entre deux étaient venus se cacher, puisqu'on s'occupait de Jeanne Buret et d'essayer de trouver, il y avait un blessé aussi. Donc les Lévis se cachent, le père Grumbach est caché par ses enfants, ils accueillent les Allemands, et c'est là qu'on nous a raconté tout à l'heure une histoire qui ressemble un petit peu. Il leur donne à boire, histoire de laisser traîner un peu, et maquis, il leur montre la direction opposée de celle qu'a pris Lescure. Et c'est comme ça qu'un petit peu aussi, grâce à ces Juifs-là, Lescure va pouvoir s'en sortir. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale mon adresse, elle est assez facile, c'est yael.jerusalem@gmail.com. Si vous avez des photos, des témoignages, d'autres choses à ajouter, notamment les lettres que vous pourrez retrouver, vraiment, c'est important pour moi. C'est pas sur ça que j'écris, mais cette page d'histoire doit être écrite, même si je devais
un petit peu quitté mon domaine pour donner au moins la place à cette mémoire. Vous avez compris que on ne peut pas se permettre de simplement parler de chiffres et de dates, et que les noms sont importants. Et je sais que l'Anteuil a été quand même un havre de paix. Je remercie vos familles, vos ancêtres, et j'espère que ce message d'accueil et de sauvetage est passé dans les générations. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour... Ça marche, oui, c'est bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, maintenant, nous allons voir...